Dans l'univers des jeux et des films, Charlie King nos guide, c'est sublime. Avec passion et créativité, il nous fait... Et bien sûr, on va toujours encore poursuivre à parler de Miraculous, dans laquelle cette fois-ci on va parler du téléfilm dans lequel il diffuse à peu près chaque année. C'est bien sûr le Miraculous World, dans lequel on a eu un premier qui s'est passé à New York, l'autre c'était à Shanghai, l'autre c'était dans un Paris avec les Ladybug et Chats Noirs alternatifs, là dans un univers alternatif, je vais préciser. Et l'autre c'est qui s'est déroulé à Londres, enfin à Londres entre guillemets, mais sauf qu'il y a eu la majeure partie, ça passait beaucoup plus à Paris qu'à Londres. Et bien sûr le dernier qui se passe à Tokyo, et dans laquelle oui l'histoire ça poursuit Marinette pardon, qui va accompagner Haruka à Tokyo, et dans laquelle putain Haruka merde putain quoi Kagami, voilà Kagami. Ouais, excusez-moi, ouais, je l'ai appelé Haruka parce que j'avais joué au jeu Yakuza il y a tout juste 2 heures, et là là je l'ai appelé Haruka. Ok, voilà, ça y est, je l'ai mérité, hein. Ah, voilà, Kagami, hein. Je m'en souviens, hein, dans laquelle elle suit Kagami à Tokyo parce que pour retrouver ses anciens camarades, ses anciens amis là-bas, et dans laquelle il y a aussi encore une menace à Tokyo, et dans laquelle on découvre qu'en fait ses anciens amis appartiennent à un groupe de super-héros qui ressemble un peu à des Super Sentai, enfin des Power Rangers à la japonaise, si vous voyez ce que c'est les Super Sentai, et dans laquelle évidemment c'est bien sûr... tout cet épisode s'est centré plus à un hommage à toute la culture japonaise, et bien sûr qu'on a pu voir aussi que l'animation a complètement changé. Là on passe carrément à l'animation 3D qu'on connaît habituellement dans cette série, dans laquelle on passe cette fois-ci à de l'animation traditionnelle animé manga. Ouais. Alors par contre, qu'est-ce que je peux penser de l'animé? Alors je vais vous dire un point, oui c'est assez joli, ça c'est sûr. Bon, je trouve que l'animation c'est pas mal, c'est assez joli tout ça, mais ça, là je l'ai senti vraiment à des kilomètres que c'était une animation qui a été faite par des occidentaux. Oui. Là parce que même j'ai dû aussi aller voir au générique à la toute fin, parce que je me suis dit non c'est pas possible, je suis sûr que c'était carrément des occidentaux qui a dû faire cette animation, parce que je crois pas que, vu comment ça a été dessiné, les traits des visages et tout ça, même aussi la fluidité de l'animation, je me suis dit ça peut pas être des japonais qui ont dû faire ce genre de truc. Enfin oui, peut-être ça existe des japonais qui font ce genre d'animation, mais ils sont pas très nombreux à faire ce genre d'animation, hein. Et là franchement j'avais raison, vous voyez, dans cet épisode, oui, c'est de l'animation qui était vraiment faite par des occidentaux. Voilà. Là je l'ai senti carrément, hein, là-dessus, hein. Ouais, mais sinon à part ça je vais pas critiquer l'animation, elle est quand même assez jolie, voilà, c'est ça. Et franchement ouais, j'ai beaucoup apprécié quand même le petit clin d'œil à toutes les clichés japonais, comme par exemple les Super Sentai, et même aussi il y avait même aussi des séquences de mecha, parce que même à la toute fin on a eu un mecha bug là, dans laquelle tu avais Ladybug qui avait incarné un espèce de gros mecha un peu à la Gundam ou Goldorak ou des choses comme ça, voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus des hommages aussi à Goldorak, Gundam, ou voire même Evangelion aussi. Et ouais, et ça c'est pas mal. Et franchement je me suis dit, est-ce qu'ils vont faire des jouets Mecha Bug là-dessus? Est-ce qu'ils vont sortir ces genres de produits dérivés? Parce que je suis sûr qu'il y aura des fans de hobby là qui vont vouloir des Mecha Bug, hein. Bon, après je l'appelle Mecha Bug, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas donné de nom à ce robot géant là, mais du coup c'est moi-même qui l'ai appelé Mecha Bug, voilà. C'est pour ça. Alors c'est pour ça que je me suis dit au studio, s'il vous plaît, faites des Mecha Bugs, hein. Et c'est tout. Bon, après j'ai pas grand chose à dire et tout ça. Après le seul point négatif, bon après ça se comprend que oui, qu'il y a quasiment l'absence de chat noir dans cet épisode. Même si ça se comprend aussi à la toute fin, ça nous explique aussi à la toute fin pourquoi il est quasiment absent. C'est parce que entre temps que Marinette est partie à Tokyo, ben Adrien lui il est parti à New York. Et surtout qu'on le voit au cliffhanger, oui, qu'il est parti à New York pour aider genre les super-héros américaines contre une menace. Et là, ça nous peut-être essayer de nous révéler que peut-être ils vont faire un prochain Miraculous World encore une fois à New York, et dans cette fois-ci, l'épisode va se beaucoup plus centrer sur Chat Noir. Et là, je me suis dit, on va espérer. On va espérer que, parce que pour une fois qu'on voudrait bien un épisode où cette fois-ci, c'est Chat Noir qui devient le personnage principal, qui est beaucoup plus centré sur lui.
Faites-le. On veut Kato, hein. On veut le chat noir, le Kato chat noir là, hein. On en a marre du Lady Frelon Vert, hein. Voilà. Mettez vite chat noir Kato en avant, s'il vous plaît, pour le prochain Miraculous World de New York numéro 2, hein. Si jamais ils font ça, bien sûr, hein. Ah oui, bien sûr. C'est vrai que j'avais oublié aussi à quel moment ça se déroule aussi le truc de Tokyo. Alors je pense qu'à mon avis ça se déroule carrément entre la saison 5 et la saison 6, parce que vu qu'on voit que le costume de Ladybug porte carrément le costume des précédentes saisons, c'est carrément la combinaison entièrement rouge à pois noirs, contrairement à la saison 6. Et franchement oui, ça se voit. Et surtout que oui, même en tant que Marinette, on voit bien qu'elle porte toujours le long pantalon rose des précédentes saisons. Alors donc du coup oui, c'est bien la preuve que cet épisode ça déroule bien avant la saison 6, hein. Mais est-ce qu'ils vont faire un New York, un prochain Miraculous World centré sur Chat Noir là-dessus, pour savoir qu'est-ce qu'ils foutaient à New York et tout? Ça reste à savoir, mais là pour l'instant rien n'a été révélé là-dessus. Bon bah c'est dommage, on verra par la suite. Et là bien sûr j'avais voulu faire une petite critique ciné là-dessus, et que malheureusement j'avais perdu carrément mes vidéos là-dessus au moment de faire le montage. J'avais fait un montage et malheureusement j'avais perdu toutes mes vidéos là-dessus, et là ça m'avait fait péter un câble. Et là je me suis dit ok, je laisse tomber ça, et voilà, et je passe à autre chose et je passe ça. Et finalement peut-être que je vais raconter ça en rattrapage. Alors le film que je vais vous citer, c'est bien sûr Mission Impossible Final Reckoning, qui à la base devait censé s'appeler Mission Impossible Dead Reckoning partie 2, parce que c'était censé être la suite de Dead Reckoning partie 1, partie 2, voilà, partie 1, partie 2. Mais finalement ils ont voulu changer le nom parce que à mon avis ouais, il avait pas vu que le précédent film n'avait pas beaucoup connu le succès qu'ils auraient espéré. Alors du coup c'est pour ça qu'ils ont voulu changer le nom, peut-être pour espérer qu'au moins ça puisse remonter un peu le succès. Voilà. Bon, alors en gros, en bref, qu'est-ce que je peux raconter dans ce film? Alors en gros, je vais dire j'ai un chouïa bien aimé, voilà, c'est ça. J'ai un petit peu aimé, malgré que j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de défauts. C'est que des fois, on dirait qu'ils n'arrivent pas à gérer un rythme là. C'est parce que déjà, genre au post-générique, surtout un post-générique qui arrive genre presque à la 20e minute du film. Alors voilà, que je trouvais que voilà, il y avait le post-générique, je trouvais qu'il a un rythme assez accéléré. Par exemple, d'un coup, tu avais... mais je sais pas, il y avait d'un coup, tu avais l'équipe de Ethan qui essaie de s'infiltrer dans un bal ou je sais pas quoi, dans une soirée dans laquelle on pensait qu'ils allaient rentrer, parce que vu qu'on voyait qu'ils avaient tout préparé un budget avec les figurants qui sont déjà en robe de bal avec leur coupe et tout ça, et qu'on pensait qu'ils allaient ils allaient rentrer là-dedans, mais finalement ils se font intercepter, capturer et tout ça, et que finalement ils rentrent pas, et voilà, et que du coup non, ça va aussi se poursuivre avec la baston, les courses, tout ça, et voilà. Et là, c'est pour ça, c'était un rythme accéléré. Et là, tout de suite après le générique du début, là, on a l'impression que ça se perd un petit peu en lenteur. Là, on dirait que ça s'est un peu ralenti, parce que là, cette fois-ci, on a pratiquement presque un quart d'heure. C'est carrément du blabla pour parler de l'histoire de l'intelligence artificielle, que l'intelligence artificielle va détruire le monde. Alors oui, je sais pas pourquoi l'intelligence veut détruire en fait l'humanité, détruire le monde pour ensuite s'installer sa propre intelligence artificielle. Enfin, je sais pas, en fait, je crois que l'intelligence artificielle est un peu con, parce que si jamais il détruit l'humanité ou je sais pas quoi, il va se retrouver seul, hein. Voilà, il va être tout seul, hein, l'IA, hein. Non, j'ai trouvé que c'était carrément le Mission Impossible où il y avait un peu moins d'espionnage. Alors peut-être que Fallout c'était... Non, si, Fallout, il y avait un petit peu d'espionnage, mais franchement, non, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas tellement d'espionnage là-dessus. Voilà, c'est ce que j'ai pu voir. Et après j'ai pu voir qu'aussi que les scènes d'action, en fait il y a juste deux séquences d'action qui sont retiennent le plus. Et bien sûr la scène du sous-marin qui était, je pense que c'était la séquence d'action la plus longue que j'ai dû voir, la plus longue qu'il y a pu voir dans ce film. Et bien sûr la scène de l'avion qu'on a pu voir plusieurs fois sur l'affiche ou soit dans les bandes annonces. Ouais. Et ensuite il y a aussi un moment, je sais pas pourquoi, mais enfin encore...
Bon, voilà, il y a une petite coupure parce que mon micro que j'utilisais tout à l'heure n'avait plus du tout de batterie. Alors du coup, là, j'ai changé de micro qui a un fil, là. Voilà, c'est mon micro filaire dans lequel il est connecté carrément à l'appareil en face. Donc, on va pas trop bouger, mais heureusement que le fil est assez long. Alors du coup, je poursuivais pour... sur le thème de Mission Impossible que je disais parler tout à l'heure de sauter par-dessus le requin. Après, oui, il existe aussi un autre thème de ce même genre qui est assez récent, ça s'appelle Knocking on the Fringe, dans laquelle c'est dans le 4e Indiana Jones, dans laquelle Indiana survit d'une explosion nucléaire en s'enfermant dans un frigo. Voilà, c'est un peu dans le même délire qu'on retrouve aussi dans Mission Impossible. Et oui, là, le truc, je trouvais que c'est carrément un peu what the fuck, c'est aussi au moment du truc, carrément quand il va carrément dans l'action du sous-marin. Et là, par exemple, et surtout qu'il ne faut pas oublier que le sous-marin, il avait coulé depuis presque 20 ans, oui, un peu plus de 25 ans ou 20 ans, ouais. Bah, 20 ans, je crois, ouais. Alors voilà, il est resté sous l'eau un peu plus de 20 ans, là, et évidemment, il n'a pas bougé d'un caillou, là, genre, il aurait pu y avoir une pieuvre qui aurait pu se poser dessus, tout ça. Ben non, le sous-marin, il bouge pas. Mais là, c'est au moment où, genre, Ethan, qui est déjà à l'intérieur du sous-marin, il essaie de, tourner une vanne pour essayer d'ouvrir une porte. Rien qu'en ouvrant une porte, ça y est, il a déjà retourné tout le sous-marin. Ouais. Encore, je vois bien que, que Ethan, Tom Cruise, ça y est, il a de la force et tout ça, mais carrément, rien que ça y est, il a fait retourner tout le sous-marin. Hein. Ouais. Et après, l'autre truc qui a l'air vachement n'importe quoi, c'est encore dans le sous-marin, c'est le fait, une fois qu'il récupère le boîtier qui permet de contrôler l'IA, là, il doit vraiment s'en sortir, et le problème, c'est qu'il peut plus faire marche arrière, c'est bloqué. Alors du coup, il trouve une issue, mais sauf que le problème, c'est que c'est assez étroit pour passer avec sa bouteille d'oxygène. Alors du coup, bien sûr, il doit enlever la bouteille d'oxygène, mais le problème, c'est que la bouteille d'oxygène est un peu reliée avec sa combinaison. Alors du coup, pour passer, il est obligé aussi d'enlever sa combinaison pour se retrouver carrément à moitié à poil, hein, ou carrément en slip. Hein. Alors qu'il ne faut pas oublier qu'il est carrément sous l'eau Alors que là, il doit traverser l'eau de l'Alaska, hein, qui fait je sais pas combien de degrés là. Bah attends, je vais le dire à Google. Ok Google, quel est le degré de l'océan à Alaska? Du coup, ouais, ce qu'a pu dire aussi mon Google, c'est de dire que voilà, qu'il peut aller un peu en dessous de 0,0C, bon, enfin en moins de 0. Et croyez-moi, plonger dans à peu près moins, ça fait moins 0,0C, ça fait ouais, presque moins 10, et franchement, plonger dans cette eau à moins 10, là, franchement, le mec, il serait pas mort de noyade, il serait mort d'hypothermie ou un truc comme ça. Hein. Ouais. Et là, surtout que oui, encore une fois, il se manque encore de se noyer. Et le problème, c'est ça aussi, le truc que je peux reprocher un petit peu dans ce film, c'est qu'il nous recycle les vieux trucs qu'on a vus dans les précédents films, hein. Et qu'aussi que tous les films sont reliés l'un à l'autre. Alors quand je dis recycler, par exemple, le même recyclage que genre t'as le personnage d'Ethan qui manque de se noyer sous l'eau, ça on a déjà vu aussi dans Road Nation, là le 5e Mission Impossible. Et aussi le truc là, la toute scène finale là, dans laquelle il arrive à sauver le monde contre l'intelligence artificielle, en désamorçant juste le truc, les ogives nucléaires et tout ça. Il désamorce carrément à la dernière seconde, carrément la toute dernière seconde avant que les bombes ou tout ça, ils explosent. Hein. Et ça, on avait déjà vu ça aussi dans Fallout, hein, le Mission Impossible 6. Hein. Et qu'on avait vu aussi un petit peu dans le 4e protocole fantôme, là, c'est toujours, mais c'est carrément presque la même chose. Hein. Je veux dire qu'à chaque fois qu'il y a un film qui est lié à une explosion d'une bombe, à chaque fois le personnage, il arrive à le désamorcer carrément à la dernière seconde. Hein. À 1 seconde, ça y est, il a réussi à le désamorcer. Hein. Mission accomplie. Hein. Et après, oui, quand je disais tout à l'heure que oui, c'est vrai que tous les films est carrément relié à toute la saga. Quand par exemple, on sait que dans le premier Mission Impossible, déjà dans le film précédent, ils ont fait rappeler
Bah carrément celui qui jouait le directeur de la CIA qui s'appelait Kittredge, ouais, qui était presque le directeur de la CIA je crois, et que du coup on le revoit revenir 20 ans après dans Dead Reckoning. Et là cette fois-ci dans ce film là on fait encore revenir un autre mec qui avait juste un petit rôle là aussi dans le premier. C'était genre le mec, vous savez, c'était le mec qui rentrait tout le temps dans le bureau, tu sais, vous savez l'espèce la pièce blanche avec l'ordinateur là, qui est devenue la scène culte du premier Mission Impossible. Et là, cette fois-ci, il réapparaît aussi 20 ans après, là, le personnage. Et bien sûr, il faut aussi trouver des références et tout, parce que déjà qu'il y avait le personnage qui retrouve Ethan 20 ans après, et dans laquelle il lui donne genre le couteau qu'il avait retrouvé, qui a été laissé tomber par Jean Reno dans le premier. Et là, bien sûr, il lui redonne le couteau. Et là, c'est sûr, dans la salle, on se dit... Et là, oui, j'ai la référence. Oui, c'était dans le Mission Prise. C'est dans le premier film, là. C'est le couteau de Jean Reno, là, qu'il a laissé tomber dans le bureau. Ouais, j'ai la ref. Ouais. Et là, c'est vraiment que ça, hein. Mais ça, c'est bourré de références, hein. Ouais. Mais on dirait que, ouais, déjà que le personnage qu'on revoit 20 ans après, c'est vrai que on dirait qu'il avait un petit peu une importance dans ce film, et en fait, déjà qu'il est en Alaska, parce que dans le premier film, on lui a, après cette infiltration, c'est sûr que la CIA l'a carrément transféré en Alaska, ça a été évoqué dans le premier film. Et là, on a vu que 20 ans après, il y est toujours, et voilà, il s'est fait il a une femme et tout, là. Et là, il a carrément été un petit peu utile dans ce film-là. Donc, c'est-à-dire que si jamais, Jean Reno n'avait pas laissé tomber le couteau dans le premier film, en fait, le mec, il serait pas en Alaska, il aurait... et du coup, Ethan aurait eu tout dans le cul s'il y a eu personne pour l'aider en Alaska 20 ans après, hein. Ouais, bon, du coup, on remercie à Jean Reno, hein, pour son couteau. Et encore une fois, il y avait un autre truc qui était lié aussi à ce premier... à toutes les missions impossibles. C'est bien sûr, il y a aussi le troisième, là, avec cet étrange objet qui s'appelait la patte du lapin, dans laquelle c'était un espèce de MacGuffin que bien sûr qu'on ne saura jamais à quoi ça a servi dans ce film, parce que même à la fin on ne sait jamais à quoi servait cet objet. Même le personnage de Ethan ne sait même pas à quoi servait cette patte de lapin, surtout quand on voyait que c'était un objet dans lequel tu voyais un symbole nucléaire et tout ça, on pensait que c'était un truc qui est lié au truc nucléaire. Eh ben non, cette fois-ci dans ce film là on nous raconte qu'en fait cet objet est en fait une source avec l'IA. Non, donc du coup il n'a plus rien de nucléaire, c'est juste il a un rapport avec l'IA, ce truc. Voilà. Et franchement, là, j'ai plus grand chose à dire sur ce film. Bon, c'est vrai que après, ça vaut peut-être le coup d'aller le voir, mais franchement, comme je le dis, c'est vraiment ce film-là qui a sauté par-dessus le requin. Et je sais pas s'ils vont faire d'autres suites à ce film, mais là, ça commence. J'espère que le requin va se sentir mieux là-dessus, hein. Ou quoi même qu'on aura un frigo tout neuf pour se survivre d'une explosion nucléaire aussi. Bien, là cette fois-ci on va parler de comédie, et là bien sûr je vais parler de la suite d'une trilogie de comédie que j'ai beaucoup aimé étant enfant. Là je parle bien sûr de la trilogie de Y a-t-il un flic qui avait mis en vedette Leslie Nielsen, dans laquelle c'était aussi réalisé par le trio Zaz, qui franchement c'était vachement les meilleurs réalisateurs. Bon, enfin c'était beaucoup plus Jim Abrams qui était le meilleur des trois, mais sinon oui, les trois étaient quand même pas mal. Et dans laquelle, oui, ça mettait en vedette Leslie Nielsen que j'avais dit tout à l'heure. Et franchement, c'était l'un de mes films comédies préférés que j'aimais étant gamin. On avait un petit peu peur aussi de savoir est-ce qu'il y aura vraiment quelqu'un qui va bien réussir à reprendre le rôle de Leslie Nielsen là-dessus, parce que c'est sûr que le personnage de Frank Drebin, il était carrément un rôle unique, hein. Je suis sûr qu'il n'y avait personne d'autre qui aurait pu l'incarner que Leslie Nielsen. Et dans laquelle c'est sûr que je crois que même ceux qui ont fait ce film, ils avaient raison que personne d'autre que Leslie Nielsen pouvait incarner Frank Drebin. Et donc c'est pour ça que dans cette suite, ils ont eu l'idée que cette fois-ci, que Liam Neeson, en fait, il joue en réalité Frank Drebin Jr., qui est le fils de Frank Drebin, qui était joué par Leslie Nielsen, dans laquelle cette fois-ci, on poursuit carrément le fils de Frank Drebin. Et franchement, je trouve que oui, c'était une très bonne idée d'avoir fait ça. Et ouais, c'est sûr. Et après, qu'est-ce que je peux penser entièrement de ce film? Alors franchement, je trouve que ça va, il y a quand même quelques gars qui m'ont bien fait marrer, tout ça. Alors après, c'est sûr qu'il y a eu quelques lenteurs, comme par exemple, il y a eu... qui était pas mal, mais c'était un peu plus long. Là, il y a eu la scène du bonhomme de neige, là, qui était assez marrant. Et après, t'as un certain, ouais, c'était pas très accrochant.
Ah, ou sinon des trucs. Ah oui, il y a eu le truc avec la vision thermique dans laquelle le méchant il espionnait Frank est le personnage qui était joué par Pamela Anderson là, dans laquelle il espionnait dans la vision, dans sa vision thermique, et évidemment dans les visions thermiques il ne pouvait pas voir qu'est-ce qui distingue carrément, et dans laquelle par exemple t'avais Frank qui est en train de donner une espèce de biscuit ou je sais plus quoi au chien là, dans laquelle il tenait un biscuit comme ça là, mais vu qu'il était de dos, alors du coup il pense que dans ses lunettes le chien était en train de lui faire vous savez quoi là. Ça c'était marrant, mais le problème c'est que ce genre de blague c'était un petit peu vu dans Austin Power 2 là, l'espion qui m'a tiré dessus là. Ouais, ça c'était le genre de blague qu'on a un peu vu aussi dans Austin Power, dans laquelle tu voyais les méchants qui espionnent des personnages dans l'ombre ou dans l'ombre ou dans la vision thermique, et dans laquelle ils découvrent des choses qui sont un peu qui est un peu retourné, qui retourne un petit peu leur tête là, mais qu'en réalité en fait c'est rien, c'est assez innocent de l'intérieur, mais de l'extérieur ils croient que c'est un peu mais qu'est-ce que c'est que ce truc là. Ouais, ça c'était déjà assez marrant. Ah oui, surtout il y avait quelques humours qui étaient un peu de l'humour noir là. Non, après j'ai beaucoup aimé. Après oui, il y a eu quelques caméos surprises, tout ça. Il y a eu une petite caméo de 2 secondes. De 2 secondes, on a eu un petit caméo de Priscilla Presley qui jouait Jen, la fiancée de Frank là, de la trilogie. Et après oui, il y a eu même des caméos des catcheurs là. Il y a eu même un caméo de Cody Rhodes là qui jouait un barman là. Qui retrouve Frank là et qui lui dit vous savez qui je suis, vous avez tué mon frère là. Et l'autre qui dit ouais d'accord, mais vous savez que j'ai tué plus de 500 personnes, alors c'est un peu dur de savoir lequel c'est, vous l'avez tiré de dos. Oh ok, là on est à peu près à 50%, ok. Il était blanc. Ah d'accord, vous étiez le frère de celui que... Ah voilà, comme ça, ouais c'est ça. Ouais. Là c'était carrément un peu l'humour noir, mais enfin ça m'a un peu fait marrer, mais je suis encore désolé, voilà, ça y est, je me suis un peu là-dessus. Ah ouais, bon après c'était un peu osé, hein, c'était sûr, hein, mais après il y a des fois l'humour noir, soit tu peux essayer d'aller plus loin, si ça passe ou ça casse, hein. Comme on dit la célèbre phrase, hein, ça passe ou ça casse, hein. Et évidemment, il fallait que ça casse ou ça passe, c'est à vous comment vous l'interprétez. Mais moi ça va, je l'ai bien interprété, même si franchement, il y a des fois il faut vraiment y passer là-dessus, hein. Et même tu avais aussi un caméo de Batista aussi, alors que bien sûr pour ceux qui connaissent pas le catch, Batista c'était aussi c'est celui aussi qui était connu pour avoir joué Drax dans les Gardiens de la Galaxie. Et après bien sûr il y avait quelques... Ah oui putain, il y avait aussi ce clin d'œil que... Là c'était ce genre de blague qui brise plus le 4e mur que plutôt une blague qui est vraiment faite pour le film là. C'est dans laquelle tu avais le passage où dans laquelle tu avais Frank et plus les autres policiers qui rendent hommage à leur père disparu là. Quand par exemple Frank il rend hommage à son père joué par Leslie Nielsen, tandis que son partenaire rend hommage à son père qui était joué par George Kennedy. Et d'un côté tu avais l'autre qui était le fils de Norbert qui était joué par O.J. Simpson, qui essaye lui aussi de rendre hommage à son père. Et sauf que là il regarde la caméra en disant non. Voilà. Ouais, du coup ouais. C'est peut-être que j'ai un peu compris pourquoi, parce que moi j'aurais pas compris pourquoi dans le film, hein. Moi j'ai plus compris que là c'était carrément une blague faite plus pour briser le 4e mur que plutôt une blague faite dans le film, parce que je comprenais pas si c'était une blague qui était faite dans le film, moi j'aurais pas compris, parce que pourquoi il veut pas rendre hommage à son père, parce que le personnage de Norberg lui c'était pas un personnage chiant, tout ça et compagnie. Non, moi je trouve que s'ils ont fait ça c'est juste parce que c'est parce qu'en fait le personnage de Norberg était joué par O.J. Simpson. Voilà, et bien sûr si vous ne savez pas qui est O.J. Simpson, faites des recherches sur internet ou même regardez des documentaires. Vous savez que O.J. Simpson c'était un ancien footballeur américain et plus un acteur. Mais malheureusement il s'est fait connaître mondialement, mais pas qu'en tant qu'acteur ou même footballeur. Il est vraiment vachement connu pour d'autres faits divers et je vous laisse deviner lesquels, hein. Ouais, bon, sinon, ouais, pour Liam Neeson, ouais, ça va, c'est très bien. Mais d'un autre côté, moi, j'ai l'impression que... j'ai vu que là, dans ce film, il y a des scènes de bagarre. Mais le problème, c'est que... On a l'impression que quand on lui demande de faire une scène de bagarre, on lui demande de se battre comme il faisait dans les films Taken.
Voilà, c'est-à-dire d'utiliser, je sais pas, un jeu au hasard pour faire une arme ou faire des espèces de maniements d'arts martiaux et tout ça. Voilà, en fait, on lui demande de se battre de façon comme il faisait dans Tekken. Donc voilà, bon, à part ça, non, ça va. Voilà, il prend assez, il fait un peu le café, on va dire, Liam Neeson. Enfin, il fait le café, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, si vous avez déjà vu ce film, hein. Mais sinon, oui, je vous encourage quand même de regarder la suite de Y a-t-il un flic pour sauver le monde. Et voilà, c'est pas aussi meilleur que la trilogie originale, mais au moins, on va dire, c'est une très bonne petite suite, hein. Il vaut quand même le coup d'œil. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié de mentionner qu'il y avait aussi quelques hommages aussi à... carrément à la série Police Squad, vous savez, la série qui était adaptée de la trilogie Y a-t-il un flic. Oui, vous savez qu'avant la trilogie de Y a-t-il un flic, il y a eu la série Police Squad, là. Et dans laquelle ils ont fait un petit hommage à la toute fin, là, c'est carrément le générique de fin, dans laquelle, si vous avez déjà vu la série Police Squad, on savait qu'il y avait, ils ont essayé de faire une fin un peu classique, dans laquelle, sauf que là, dans la série, la seule chose qui était assez drôle, c'est qu'en fait, l'image n'était pas fixe, c'était juste les acteurs qui bougent plus. Voilà, pendant que le générique défilait, c'était juste les acteurs qui ne bougent plus, là, qui restent fixes, et après, derrière eux, c'est soit il y a le décor qui tombe, ou soit il y a au moins un personnage qui bouge. Et ça, c'est ça qui est assez marrant, c'est nous faire croire, tiens, ça y est, l'image s'est arrêtée, mais en réalité, non, en fait, c'est juste les personnages qui bougent plus, comme ça. Et là, évidemment, on a eu ce genre de petit hommage à la toute fin, là, dans laquelle, bien sûr, t'as carrément tout le monde qui est immobile, là, que plus personne ne bouge, sauf bien sûr le Frank et le personnage joué par Pamela Anderson. Et là, franchement, c'était pas mal, bien trouvé là-dessus. C'était un très bel hommage aussi à cette série là, parce que c'est vrai que la série Police Squad il est très oublié comparé à la trilogie des Y a-t-il un flic, et ça, c'est un peu dommage. Je vous encourage quand même de regarder aussi la série Police Squad. Franchement, vous allez encore vous marrer là-dessus, hein. Allez, le film suivant. Alors celui-ci, je vais avoir un petit peu du mal à en parler de ce film-là. Évidemment, c'est carrément le film qui a fait beaucoup plus parler en cette année 2025, et carrément un film d'animation. C'est bien sûr Demon K-Pop Hunter. Non, K-Pop Demon Hunter. Voilà, excusez-moi pour le titre. Voilà, ça y est, j'ai massacré déjà ce film rien qu'en mal prononçant le titre. Alors, c'est bien sûr K-Pop Demon Hunter, qui était déjà, qui est sorti exclusivement sur Netflix. Voilà, du coup, ouais, c'était le genre de film que j'aurais pas tenté de le regarder et tout ça. Bon, c'est parce qu'à ce moment-là, j'avais ma copine qui était avec moi. Du coup, elle s'était dit qu'elle voudrait regarder K-Pop Demon Hunter, et du coup, moi qui étais là, alors du coup, j'étais obligé de regarder avec elle. Voilà. Alors que franchement, moi, ça n'aurait pas été le genre de film que j'aurais essayé de le voir, parce que, étant donné que là, c'était vraiment un film qui était vraiment fait pour les fans de K-pop et compagnie. Alors que moi, malheureusement, moi, je suis pas hyper fan de K-pop et tout. Alors, c'est pour ça que moi, je connais pratiquement rien sur la K-pop. Voilà, les groupes, je crois qu'il y en a une qui est très connue, mais malheureusement, j'ai oublié le nom. Mais là, je vais vous montrer le titre là-dessus, là. Parce que celui-ci, je trouve qu'il a l'air pas mal. Mais ouais, même le nom du groupe, putain, j'ai oublié. Mais c'est pas grave. Bon, du coup, oui, c'est pour ça que moi, la K-pop, c'est pas vraiment une de mes tasses à thé. Mais au moins, j'essaie quand même de voir le film en tant que curieux. Et franchement, je vais dire quoi que... Oui, c'est vrai que je me suis pas hyper emballé, mais j'étais pas détesté le film. Non, j'ai quand même assez bien aimé le film là. C'est surtout ouais, sur les parties musicales, et surtout qu'aussi que oui, il y a à la fois c'est plus ce côté K-pop, mais il y a aussi des côtés un peu Magical Girl, parce qu'il y a des moments où on a l'impression de revoir du Sailor Moon et compagnie. Surtout qu'en parlant de Sailor Moon aussi, il y a une espèce de, vous savez que le personnage principal, il a aussi un animal qui, comme Sailor Moon, il y a eu une espèce de chat là. Et là, pareil, dans ce film-là, il y a une espèce de tigre là, qui a des pouvoirs magiques et compagnie. Voilà, c'est comme je dis, c'est du mélange entre K-pop, la K-pop et Magical Girl. Voilà, c'est ça. Non, ouais. Et surtout, ouais, l'animation. Après, est-ce que je vais dire si c'est joli? Peut-être c'est joli, mais franchement, c'est pas le genre d'animation que moi j'aime bien, parce que je trouve que ce genre d'animation dans laquelle ça se tourne comme si c'était fait en 30 fps, en 30 images en seconde, tout ça,
Ouais, je sais pas, mais en tout cas, non, je suis pas fan de cette animation, mais je suis sûr que oui, s'il y a des gens qui aiment bien ce genre d'animation, ouais, je peux les comprendre quand même. Mais voilà. Et après, qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus Bon après ouais, j'ai trouvé qu'il y avait certains moments humour là, bien sûr, que certains qui étaient plats, certains qui étaient hyper marrants. Moi, le moment que j'ai beaucoup un peu apprécié là comme humour là, c'était celle par exemple, l'un des moments que j'ai un peu kiffé, c'était lorsque les filles rencontrent pour la première fois ce groupe de boys band là, dans lequel ils viennent carrément tout beaux gosses et tout ça, et dans laquelle tu avais l'une des filles qui font des petits yeux, des yeux qui se transforment en petits cœurs là, des trucs classiques qu'on voit aussi dans le manga, dans laquelle tu voyais des filles quand ils voient qu'ils sont qui tombent sur le charme d'un homme, hop, t'as les yeux qui se transforment en cœur là. Et là, lorsque au moment où dans laquelle ils montrent carrément leurs abdos là, et là tu vois les petits cœurs des yeux qui se transforment aussi en abdos, et franchement ça m'a fait beaucoup rigoler parce que je trouvais que c'était assez original. Ah non, ça c'était bien trouvé ça, hein. Ouais. Ah ouais. Bon, du coup ouais, c'est malheureusement, quand je vous le dis, j'ai pas beaucoup trop de points à détailler là sur ce film. Alors du coup, bien sûr, je vous encourage quand même d'aller voir ce film. C'est quand même un très bon film que j'ai quand même pu voir, et même si moi je vais peut-être le revoir une deuxième fois illico, parce que comme je dis, moi la K-pop c'est pas vraiment mon truc. Voilà. Et bien sûr, là je vais parler d'un film qui ça m'évoque, bien sûr c'est ma tasse à thé, qui est bien sûr, ça parle un peu de sport, et dans laquelle c'est un sport que je pratique très souvent, c'est bien sûr le golf. Et bien sûr, en parlant de golf, je vais vous parler de ce film qui s'appelle Happy Gilmore 2, que bien sûr qu'il y a pratiquement personne qui a entendu trop parler, qui était sorti exclusivement sur Netflix. Alors Happy Gilmore 2 avec Adam Sandler, qui est carrément fait suite au premier Happy Gilmore qui était sorti il y a déjà à peine 30 ans là. Et dans laquelle, ça y est, on retrouve le personnage de Happy Gilmore carrément 30 ans après sa gloire dans le golf, là, qui est devenu presque une légende dans le golf et tout. Et que malheureusement, il y a eu un drame familial qui est survenu dans ce film, et que du coup, voilà, il se retrouve déchu, sans emploi et sans rien, et qu'il a aussi abandonné le golf. Et qu'après ça, il y aura un coup du destin dans lequel qui doit survenir à sa famille, et que du coup, en essayant d'aider sa famille, il se voit contraint d'essayer de reprendre le golf. Alors du coup, qu'est-ce que je peux dire de ce film? Alors franchement, moi des fois j'ai un peu du mal à tous les films de suite qui sortent genre 20 ans ou 30 ans après, parce que des fois c'est un peu de la merde, et des fois c'est un peu trop la même chose. C'est genre de voir le personnage, de revoir un personnage de 30 ans après, de voir que voilà, t'as vu que le monde qui est autour de lui, ça y est, ça a changé, tout a changé, c'est plus son époque et tout ça, genre tiens, là on n'est plus dans mon époque où dans laquelle ça y est, c'est internet, téléphone et compagnie, hein. Mais c'est quoi déjà une voiture électrique là? Ah, c'est ça une voiture électrique, c'est une Tesla? Ah, c'est quoi une Tesla? Ouais, en fait c'est des trucs comme ça là. Et là encore que là ça va. Là ça va, je crois qu'ils ont pas trop cassé les pieds sur le truc de revoir un personnage 30 ans après là, parce qu'au moins on voit bien que c'est pas un personnage qui est trop coincé dans la nostalgie du passé là. On voit bien que c'est vraiment le personnage qui est vraiment très présent, surtout bien très présent ce qu'il est à présent. Ouais. Et après, franchement, et après j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait au final, ce qu'ils ont fait sur le golf là, parce que c'est assez original ce qu'ils ont fait là. C'est le fait dans laquelle tu avais l'antagoniste, je me rappelle plus comment il s'appelle, dans laquelle il crée un peu, il essaie de faire un truc assez Jones sur le golf là. Alors là, quand je dis des trucs assez jeunes, c'est que genre il fait des espèces de spectacles lumière, DJ comme ça, et fumigène et compagnie, et surtout sponsor sur des boissons énergisantes, et tout ça autour du golf, hein. D'habitude, c'est toujours soit basket, surf ou football américain et compagnie, ou voire même du catch. Mais là, non, tout ça, c'est autour du golf. Et surtout quand on voit bien que quand il essaie de moderniser le golf, il modernise aussi le golf, hein, parce qu'on dirait qu'il a aussi créé une espèce de Ninja Warrior ou un truc comme ça avec le golf. Quand par exemple là tu as un parcours qui ressemble, t'as un parcours de golf dans lequel ça ressemble à de la patinoire, t'as un certain c'est du bazooka, t'as un certain t'as le green qui est carrément c'est une plateforme qui est tournante et tout.
Mais franchement, ouais, j'ai trouvé que c'est assez original, au moins parce que au moins ça évite un peu de nous refaire le classique du premier. Ça veut dire c'est juste, ça se finit comme du golf traditionnel, là, sur le green, sur le vert et tout ça. Mais non, je trouve que c'est assez une bonne idée d'avoir fait un espèce de parcours autour du golf. Et après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, en termes de... Ah oui, c'est vrai que moi, j'avais pas fait gaffe dans ce film qu'il y avait l'apparition d'Eminem. Là, vous voyez, il y avait un caméo d'Eminem qui était là-dedans. Et franchement, moi, je l'avais pas reconnu au premier visionnage, hein. Ah non, pas du tout, parce que moi, déjà, au premier visionnage, ouais, je vois juste un mec barbu, bah voilà, c'est ça, Eminem, il jouait juste un des mecs d'une bande qui venait faire un parcours de golf dans laquelle Happy Gilmore s'incruste avec, là. Et bien sûr, parmi eux, j'ai même pas reconnu que l'un d'eux, c'était Eminem. Ouais, parce que à cause qu'il portait une fausse barbe, je crois. Alors je sais pas si c'est vraiment sa vraie barbe ou voilà. Enfin, il portait une barbe. Alors c'est pour ça que j'ai même pas connu parce que d'habitude je connais Eminem en étant un berbe. Donc ouais, c'est ça. Et après, franchement, prestation d'acteur, ouais, Adam Sandler, ouais, il a toujours son rôle. On dirait qu'il a pas perdu son rythme avec Happy Gilmore. Happy Gilmore qui est toujours un mec un peu soit violent et tout ça. Alors oui, c'est vrai qu'il y avait un moment qui m'a fait beaucoup rigoler. C'était voilà, c'est carrément au tout début du film dans lequel on a vu qu'on avait fait même aussi un jeu vidéo sur Happy Gilmore dans le film. Alors c'est un peu référence aussi au jeu de Tiger Woods parce qu'on savait qu'autrefois on avait Tiger Woods avait aussi son nom sur les jeux vidéo sur le golf là, genre Tiger Woods 2006, 2007 et tout ça. Et là on a vu qu'on avait fait aussi un espèce de jeu vidéo Happy Gilmore. Mais sauf que la différence c'est à la fois un jeu de golf, mais aussi un jeu de baston, parce qu'en même temps que tu fais un parcours de golf, tu te mets à bastonner soit un partenaire, soit un adversaire. Bah là, on voit qu'il est en train de bastonner avec Bob Backlund dans le jeu. Bon, après, il y a plein de choses qui m'ont fait beaucoup rigoler, mais ça... Je vais pas tout citer, sinon ça va être assez long d'en parler. Voilà, bah du coup, je vous encourage quand même d'aller voir le film Happy Gilmore 2, qui franchement, je trouve pas qu'il était peut-être assez meilleur que le premier. Oh, ouais, chouïa. Et là, je vais peut-être terminer sur celui-ci, un film de MCU que je parle bien sûr des 4 Fantastiques. Alors bien sûr, j'aurais pu parler The Thunderbolt là, mais le problème c'est que je n'ai pas regardé Thunderbolt parce que comme je l'ai dit, je suis vraiment un mec qui est fatigué du MCU et compagnie. Et après, j'étais allé voir les 4 Fantastiques. Alors les 4 Fantastiques, je voulais pas trop aussi non plus d'aller le voir parce que pour 2 raisons, comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Je suis fatigué du MCU et surtout je suis pas un hyper fan des 4 Fantastiques. Encore que j'avais déjà vu même aussi les films, le vieux film des années 90 et surtout aussi les 2 films qui étaient sortis dans les années 2000 avec Jessica Alba, Chris Evans et compagnie. Et franchement ça explique vraiment la raison de plus pourquoi je n'apprécie pas vraiment les 4 Fantastiques. Mais après j'y suis allé parce que vu que ma copine était avec moi et du coup vu qu'elle voulait voir un film au cinéma. Alors c'était soit ça, soit je pouvais aller regarder une deuxième fois Superman. Et franchement, vu que vous savez combien je dois dire ce que j'ai tout dit sur Superman, je me suis dit non, je préfère plutôt crever que de revoir une deuxième fois Superman. Ouais. Et du coup, non, c'est pour ça que moi je lui dis bon, finalement, on va peut-être voir les 4 Fantastiques. Hein, ça vaut quand même le coup d'œil. Hein. Et évidemment, peut-être que ça vaut vraiment le coup d'œil parce que franchement, j'ai trouvé qu'au moins le film les 4 Fantastiques était beaucoup mieux que Superman. Là, je peux le dire, oui. Les 4 Fantastiques, surtout que, oui, ils avaient la concurrence vu que ces 2 films étaient sortis quasiment en même temps. Tu avais Superman et les 4 Fantastiques qui étaient sortis en même temps. Et franchement, moi, je vais te dire que j'ai trouvé que les 4 Fantastiques étaient beaucoup mieux que Superman. Voilà, ça y est, je le dis. Alors, du coup. Pourquoi moi j'ai un petit peu apprécié, bon enfin je dis un petit peu, alors c'est vrai que moi j'ai trouvé que c'était pas vraiment un gros film, mais au moins j'ai un petit peu apprécié. Et franchement ça y est, pour une fois que j'ai un peu aussi apprécié un film sur les 4 Fantastiques, c'est vachement fantastique. Ouais. Alors pourquoi ça m'avait un petit peu accroché là-dessus, c'est parce que au moins
Cette histoire, ça se passe carrément dans un univers différent. Alors, c'est la Terre numéro je sais pas combien. Alors, je peux pas retenir les numéros des terres, là. Et dans laquelle, cette fois-ci, ça se passe carrément dans un autre univers dans lequel on est dans des espèces de... Je sais pas si on est dans les années 60, 2000. Enfin, on est dans une espèce aussi de petit futur dans lequel tu as les technologies de maintenant, mais sauf que toute la ville autour, on a l'impression de voir les années 60. En fait, je crois que on est un peu dans un univers où c'est... le futur vu par les années 60, voilà. Les années 60 du futur, on va dire. Et qu'au moins aussi, ce qui vaut le coup d'œil, c'est qu'au moins c'était un film dans lequel on n'a pas besoin de se taper carrément toute une série ou les films du MCU pour genre, peut-être t'es obligé de regarder ce film de MCU avant de te taper les 4 Fantastiques ou même cette série. Sauf que là, non. Cette fois-ci, c'est carrément le film dans lequel t'es pas obligé de regarder un autre film pour suivre ce film. Et franchement, après, qu'est-ce que je peux dire dans ce film? Encore une fois, c'est encore un énième film qu'on voit encore Pedro Pascal, parce que ce mec, on le voit partout, là. Ah, mais putain, on le voit. C'est vrai qu'en 2025, il était carrément partout, hein. J'étais même allé sur Wikipédia, j'ai vu qu'il avait fait environ... ouais, je crois qu'il avait fait 4 films, là, je crois, ou 3, ouais. 3 ou 4 films, là. Et plus la série The Last of Us saison 2. Alors, en gros... ouais, toute cette filmotographie en une seule année, c'est assez beaucoup là. Hein, ouais. Et sinon, ouais, qu'est-ce que je pensais du reste? Franchement, après l'histoire, je trouve que c'était assez simpliste. Moi, j'ai trouvé assez simpliste parce que là, c'est genre... là, on est carrément dans une histoire cette fois-ci, que là, on est carrément la paix dans le monde. Cette fois-ci, il y a carrément... par exemple, tout le monde entier est débarrassé de tout ce qui est nucléaire et tout ça. Même les 4 Fantastiques règnent la justice là où ils sont. Ils règnent la paix et la justice grâce à eux. Et bien sûr, en gros, bon, il y a encore quelques menaces, un ou deux là, mais sinon, le reste... sinon, on voit bien que dans le reste du monde, c'est carrément la paix sur Terre. Jusqu'à que arrive, bien sûr, une surfeuse d'argent qui arrive carrément sur Terre. Et leur prévient à tout le monde, écoutez, on a un certain du nom de Galactus, qu'on l'appelle aussi le dévoreur du monde, va venir carrément dans un mois ici sur Terre pour vous péter tous la gueule. Donc du coup, profitez de tous vos derniers moments pour vous faire des câlins, des bisous, dire à vos proches que vous aimez bien. Et du coup, allez, salut tout le monde. Ouais. Voilà, c'est assez simpliste aussi. Et surtout quand je dis que c'est assez simpliste, parce que franchement, il y a des fois aussi... déjà qu'aussi ça tourne aussi autour d'un bébé là, parce qu'il y a aussi le personnage de Susan Storm, la femme invisible, dans laquelle elle tombe enceinte. Et je crois que c'est peut-être aussi que le réalisateur adore beaucoup tourner avec des actrices qui jouent des femmes enceintes, parce que je sais que le réalisateur c'était Mark Chapman, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui avait déjà réalisé la série WandaVision, dans laquelle même tu avais un épisode où Wanda tombe enceinte. Donc je crois que c'est un peu son kit de faire tourner des femmes enceintes. Ouais. Ouais, du coup, après, après c'est ça, ce qui se passe après, c'est que t'as les 4 Fantastiques qui vont essayer d'aller voir Galactus pour essayer de convaincre de ne pas détruire la Terre et tout ça. Et dans laquelle t'as ce dernier qui lui dit ok, je vous promets de ne pas détruire ce monde à condition que vous me donnez l'enfant que vous avez. Voilà, que vous donnez-moi votre enfant parce que votre enfant c'est l'élu, tout ça. Votre enfant c'est l'élu, c'est l'élu, c'est Keanu Reeves, c'est John Connor et compagnie, voilà. Ouais. Et c'est pour ça qu'après ça, franchement, il y a des choses qui se retournent trop facilement. Par exemple, dès qu'ils reviennent sur Terre en disant on n'a pas réussi à convaincre Galactus de détruire sur Terre parce qu'il nous a proposé de donner l'enfant et hop, ça y est, on est tranquille. Sinon, voilà. Et du coup, tu as toute la population qui se met à détester genre les 4 Fantastiques en disant donnez-lui leur enfant, donnez-lui votre enfant, allez, donnez-lui votre enfant, donnez-lui votre enfant. Et là, je me suis dit, mais pourquoi ils n'essayent pas aussi de convaincre, de dire non, on va pas sacrifier l'enfant, mais on va quand même vous protéger et tout ça. Et exactement, c'est ce qui va se passer 5 minutes là. Genre, t'as la femme invisible qui va juste descendre, carrément descendre voir toute la population en disant que jamais je sacrifierai mon enfant parce que c'est mon fils et tout ça. Mais jamais je vous abandonnerai parce que vous êtes aussi ma famille, qu'on doit tous être unis et tout ça. Et après ça, toute la population qui disait oui, protégez votre enfant, vive les 4 Fantastiques, vive les 4 Fantastiques, on n'a pas de cerveau, Ouais, voilà. Non mais c'est ça, genre tu leur dis un discours, ça y est,
tu redis un discours, ça y est, ça leur change un peu les idées dans la tête. Hein. C'est un peu comme, je crois que ça m'a fait rappeler les mêmes avec l'intelligence artificielle. Donc, je sais pas si vous avez vu des espèces de blagues qu'on a vu sur TikTok avec l'IA, dans laquelle tu avais les sorcières qui étaient au bûcher là, et dans laquelle tu as les mecs qui leur disent brûlez la sorcière, brûlez la sorcière, et la sorcière qui lui dit écoutez, si vous me libérez, je sais pas, je vous agrandirai votre pénis et tout, et les mecs qui disent libérez la sorcière, et bien là c'est ce qui se passe là. Tu vois, au départ on dit donnez-leur votre enfant, écoutez, si vous nous laissez tranquille, je vous protégerai. Ok, protégez votre enfant. Voilà. Bah après la phase finale, je trouve que c'est un peu aussi trop simpliste aussi, parce que mais genre t'as Galactus qui se fait presque, on dirait qu'ils essayent de piéger Galactus comme un attrape-souris quoi. Genre le truc en fait c'est juste qu'ils vont faire croire que oui finalement on va te donner notre enfant et on va le poser carrément bah après ils ont pas mis l'enfant mais carrément l'espèce de couffin en plastoc là, je sais pas comment on peut dire ça. Bon, l'espèce de couffin en plastoc carrément au milieu d'une place publique là, avec bien sûr les 3 poteaux les 4 poteaux portaliques, je sais plus comment on appelle, qui bien sûr ce sont les pièges là, et dans laquelle carrément il les pose carrément au plein milieu. Tout seul, là, il n'y a aucune population autour, là. Et bien sûr, tu as les 4 poteaux qui sont autour d'eux, là, qui sont aussi faciles à distinguer. Et tu as Galactus qui va quand même essayer d'y avancer pour... savoir s'il va vraiment tomber dans le piège, tout ça. Ben là, c'est carrément l'attrape-souris là-dessus, hein. Ouais. Mais après, ouais, la seule chose que je peux aussi dire, là, c'est que... Je trouve qu'il y a des fois, il y a eu un petit peu de longueur parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de phases il n'y a pas beaucoup de phases d'action là, parce qu'on a beaucoup plus de phases dans laquelle tu as les héros qui essayent de réfléchir à un plan, que plutôt la phase où ils sont dans l'action. Ouais, c'est ça, je crois qu'on a beaucoup trop fait un film dans lequel ça parle beaucoup plus de la préparation du plan que plutôt d'aller dans le plan d'action direct. Ouais. Et ça, ouais, bon, après c'est pas trop grave, parce que c'est vrai que dans tout le reste, on ne voit pas non plus les 4 Fantastiques utiliser trop leur super pouvoir. Par exemple, le Mister Fantastique, là, on le voit pas beaucoup utiliser son pouvoir d'élastique, on le voit juste... Moi, je me rappelle peut-être l'avoir vu utiliser carrément au combat final, là, sinon dans tout le film, j'ai carrément jamais vu s'étirer et tout, ouais. Et pareil pour la femme invisible, je sais plus si je l'avais déjà vu être invisible. Ah si, peut-être pendant son accouchement, peut-être qu'elle était devenue invisible, mais non, ça j'ai pas de souvenir. Non, en fait dans le film on la voit beaucoup plus utiliser son champ de force que plutôt d'être invisible. Mais voilà. Et après non, c'est beaucoup plus Johnny Stark qui utilise plus ses pouvoirs de torche humaine que plutôt comparé aux 3 autres. Ouais. Et après quant à la chose, je vais dire que malheureusement dans ce film il fait pas grand chose. Ouais. Bon, ça va, il fait quelques trucs, mais le problème c'est qu'il n'y a pas des choses qui sont intéressantes à faire autour de lui, hein. Mais voilà. Bon, du coup, ce que je peux dire là-dessus, je trouve que ce que je peux dire là-dessus, voilà, je trouve que c'était quand même un film assez sympathique, et je trouve qu'au moins j'ai trouvé que la réalisation était assez bonne, même, je trouve que même le décor était aussi assez joli, même les phases de décor, même la ville où se déroule le film est quand même assez jolie. Et là, ça sent bien aussi l'ambiance années 60 futuriste. Mais franchement, j'ai quand même apprécié ce film, Les 4 Fantastiques, qui va pas être le meilleur du MCU, mais au moins... Enfin si, peut-être que je vais dire que ça fait quand même partie l'un des meilleurs films du MCU post-Endgame, là, je vais dire. Parce que c'est vrai que là, les films MCU post-Endgame, malheureusement, je m'y accroche pas beaucoup. Mais ça va, moi je trouve que Les 4 Fantastiques, ça va être pour moi l'un de mes meilleurs films MCU post-Endgame. Ouais, c'est ce que je pourrais dire. Voilà, du coup je vous encourage quand même de regarder Les 4 Fantastiques si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de tous les films que j'ai pu voir en ce 2025. Alors bien sûr, il y a eu des tonnes et des tonnes de films que j'aurais pu voir cette année. Comme par exemple, j'aurais pu voir Emilia Pérez, j'aurais pu voir aussi F1 aussi, j'aurais pu voir, que malheureusement j'ai pas eu le temps de voir.
J'aurais pu voir aussi Avatar, bien sûr, j'aurais pu voir Avatar, mais le problème c'est que j'ai pas eu trop le temps de le voir. Et bien sûr, j'aurais pu voir aussi le remake de Blanche-Neige, mais je suis pas allé voir parce que c'est parce que j'adore peut-être le sadomasochisme, mais il y a des limites quand même, hein. Voilà. Non, et après, non, c'est vrai. Bah, après, j'en ai pas vu beaucoup. C'était soit j'ai pas le temps, soit j'étais pas non plus motivé de le voir. Parce que après, il y a quand même des films que j'ai pas envie de le voir juste parce que, tiens, faudrait que je voie un film, même si je sais que c'est merdique, mais je vais quand même le voir pour que je me fasse une vidéo YouTube là-dessus. Alors que non, pas du tout. Moi, j'ai pas envie de faire, j'ai pas envie de regarder un film que j'aime pas juste parce que pour me faire une vidéo sur YouTube. Moi, je le fais juste parce que j'ai envie de le voir, quand même, si ça vaut le coup d'œil. Et qu'après, que je fais une petite vidéo pour donner mon avis là-dessus. Et puis voilà. Bon, et bien du coup, ouais, c'est vrai que au début, j'allais dire qui était pour moi l'un des films que j'ai aimé voir en cette année 2025 et celui que j'ai détesté le plus. Alors bien sûr, peut-être, là c'est un peu dur de le dire, mais après il y a peut-être deux films que j'ai beaucoup aimé et voir dans cette année 2025. Alors il y avait soit Happy Gilmore 2 que j'ai quand même assez kiffé. Après peut-être Y a-t-il un flic pour sauver le monde. Bon non, ça m'avait pas trop accroché pour dire que c'était carrément mon film de 2025. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié de raconter l'anecdote aussi sur quand j'étais allé voir le film Y a-t-il un flic pour sauver le monde, c'est que j'étais allé voir le film carrément au cinéma de Disneyland. Là, c'était le cinéma Gaumont, je crois me rappeler là. Dans laquelle, oui, c'est vrai que j'étais à la base à essayer d'aller à Disneyland pour juste visiter le parc et tout ça. Mais sauf que quand je voulais essayer de m'inscrire pour essayer de rentrer dans le parc, je voyais que c'était déjà complet. Il y a déjà eu trop de monde pour entrer dans le parc. Et j'étais déjà au Disney Village là-dessus. Alors je me suis dit, bon ben tant pis, je vais peut-être aller au cinéma qui est à côté. Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu l'occasion de voir Y a-t-il un flic pour sauver le monde. Voilà. Et le pire, c'est que cette anecdote-là, même ma copine n'est pas au courant, hein. Voilà, parce que pendant ce temps-là, elle bossait, moi, et elle pensait que j'étais carrément parti à Disneyland pour faire les attractions et voir Mickey et compagnie. Mais non, en fait, j'étais parti là-bas pour aller au cinéma. Voilà, c'est ça. Mais elle le sait toujours pas, hein. Gardez un secret, hein. Bon, après, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Ah oui, que les films que j'ai détestés aussi. Alors, bien sûr, le film que j'ai dû adorer, c'était peut-être Zootopie 2. Ouais, je me suis pas trop emmerdé dans ce film. Moi, j'ai passé un très bon moment. Ouais, c'était intéressant à voir l'histoire et compagnie. Mais c'est vrai qu'avec le recul, j'ai trouvé que finalement, le personnage du serpent qui s'appelle Gary, bah, des fois, il est pas trop utile. Enfin, si utile entre guillemets, mais il est pas, je le trouve pas aussi intéressant que j'aurais pu le croire. Mais voilà. Encore une fois, j'étais beaucoup plus intéressé par la relation entre Nick et Judith, mais sinon Gary et surtout la marmotte m'intéressait très guère. Surtout encore moins la marmotte, hein. Mais à part ça, non, je trouve que franchement Zootopie 2, c'était quand même un des meilleurs films que j'ai pu voir dans ce film là. Ouais. Voilà. Sinon après j'ai failli mettre en écho peut-être Happy Gilmore 2 parce que comme je dis, c'était un mec passionné par le golf et surtout que je trouve qu'au moins il avait... C'était comme une assez bonne comédie, hein. Franchement des bonnes comédies en cette époque qui me fait le plus rire. Malheureusement ça se fait rare, hein. Malheureusement, voilà. Mais sinon moi je vais dire que mon meilleur film que j'ai dû voir en 2025 c'était Zootopie 2. Et évidemment, qui était quand même le film que j'ai détesté le voir, c'est Superman. Voilà. Alors du coup j'ai fait quand même une critique ciné là-dessus sur Superman. Alors je vous encourage d'aller voir cette vidéo si vous voulez savoir ce que j'en dis le plus. Et encore une fois, non, franchement, dans Superman, je crois que c'était le film que j'ai détesté de voir là. Mais franchement, même là, je suis encore en colère de le fait d'avoir vu ce film. Parce que même encore aujourd'hui, je peux dire que ce film, il se fout de la gueule de tout. Mais franchement, je trouve que l'impression que... Mais oui, encore une fois, j'ai l'impression que c'est vachement... que James Gunn, le réalisateur James Gunn, on voit bien que le mec, il déteste Superman. Il le déteste, même il n'arrête pas de le matérialiser et tout ça dans le film, là. Ouais, il y a un mec qui se fait matérialiser, qui se prend des coups, même des coups de burne et tout ça. Alors que c'est Superman, mec, l'homme d'acier, quoi, hein. Mais là, non, franchement, je crois que c'est vraiment la preuve qu'il le déteste. Et en plus, je crois que je sais pas si je l'avais déjà dit, ça, bien avant qu'il y ait eu la sortie du trailer de Supergirl, là, que je disais que moi,
je trouve que James Gunn, il déteste tellement Superman qu'il en pisse dessus. Hein. Et quand je disais le mot qu'il en pisse dessus, c'est qu'après ça, il y a eu le trailer de Supergirl, et dans lequel les premières images, on voyait Krypto qui pisse sur Superman. Alors, pas directement sur Superman, mais carrément, il pisse carrément sur un journal dans lequel tu avais la photo de Superman dessus. Et là, ça montre vachement le signe que, comme quoi, James Gunn, il est... Non, mais il déteste Superman, là, c'est... Non, mais je vais dire, mais... Non, j'ai envie de dire à la Warner, mais pourquoi vous avez confié ce projet à ce mec ? À ce boomer, hein, de boomer des années 80, parce que le problème c'est que c'est ce que je trouve aussi à ce James Gunn. Encore que j'ai beaucoup kiffé ce qu'il a fait dans les Gardiens de la Galaxie et tout ça, parce qu'au moins c'était le délire et tout. Mais le problème c'est que maintenant, tous les films qu'il fait à la suite, ça ressemble presque à du Gardien de la Galaxie là. C'est des trucs assez flashy, colorisés, et bien sûr toute la playlist qu'il met sur son Spotify, je sais pas quoi, c'est carrément... des tubes des années 80, parce que même dans Superman, j'ai l'impression d'entendre encore des musiques des années 80. Ouais. Je crois que le mec, il est carrément coincé dans les années 80, le type. Hein. Ouais. Et surtout, même encore dans le thriller de Supergirl, encore une fois, qu'est-ce qu'il met comme musique encore une playlist, encore une chanson qu'il avait sur son Spotify, encore une chanson des années 80 que... Je me rappelle plus c'était quoi, mais en tout cas c'était une chanson connue là, mais franchement je trouve que vous regardez à nouveau le trailer de Supergirl là pour voir vraiment la musique qu'il a sortie. Ouais. Et encore une fois ça change rien parce que même encore, ah oui c'est vrai que là à ce moment même où je fais cette vidéo, cette fois-ci il y a eu par exemple l'invasion de Trump au Venezuela. Et là encore une fois ça évoque encore le truc... Ça évoque encore le sujet de comme quoi, pourquoi genre Superman il est intervenu dans un pays qui est un peu fictif, qui est un peu le... Je sais pas si ça fait un peu référence à Gaza, Palestine, Israël et tout ça, mais... ou voire même l'Ukraine, mais enfin... En tout cas, ouais, ça parlait d'un pays fictif dans lequel je me rappelle plus comment il s'appelle là. Dans lequel bien sûr tu avais Superman qui avait intervenu là-bas et dans lequel il avait jeté carrément le dictateur dans un cactus. Et là bien sûr tu avais carrément tout le gouvernement qui lui reprochait, enfin peut-être le monde entier, voire même le gouvernement américain je crois, qui reprochait à Superman qui est intervenu dans le pays étranger. Et là bien sûr tu vois, et après ça tu as eu Trump qui a envahi le Venezuela. Mais encore une fois je peux dire... peut-être parce qu'il ne faut pas oublier que Superman, c'est le mec, il n'appartient pas à un gouvernement américain. Hein. Je veux dire, le mec, il est carrément indépendant de lui-même. Alors, s'il veut intervenir dans le reste du monde, il peut parce qu'au moins, il n'est pas attaché à une république ou un démocrate ou un truc lié aux États-Unis d'Amérique. Contrairement peut-être à la Justice Gang comme qu'on voit dans ce film, parce que je pense que peut-être que le Justice Gang, lui, il est carrément lié... au gouvernement américain parce que je pense que... Non, parce que franchement, oui, je crois que le Justice Gang qui est composé de Green Lantern, Hot Girl et l'autre que je me rappelle plus comment il s'appelle, et dans laquelle eux, ils sont liés au gouvernement américain, et pourtant, tu vois, tu avais le pays étranger dans lequel tu avais Superman qui a intervenu précédemment, qui eux, ils appellent à l'aide à Superman parce que... qu'ils appellent Superman avec un drapeau et tout ça. Mais sauf que qui c'est qui intervient? C'est pas Superman, c'est la Justice Gang. Voilà, un groupe de super-héros qui est sûrement lié au gouvernement américain, qui eux, ils interviennent dans un pays étranger. Et qui se battent contre les soldats et le dictateur là. Et encore une fois, je crois que je me rappelle que Hot Girl, là, c'est Hot Girl qui s'occupe du dictateur. Et je crois que Hot Girl le tue. Ouais, Hot Girl, il tue le dictateur. Au lieu de le capturer et tout, ou quoi que ce soit, non, elle le tue en le lançant dans le vide et tout. Et encore une fois, il ne faut pas oublier qu'Hot Girl, peut-être qu'elle appartient à un gouvernement américain. Donc du coup, ça veut dire que l'Amérique a dû tuer un président d'un autre pays, là, comme ça. C'est ça, on reproche à Superman d'avoir jeté quand même le mec dans un cactus. Mais par contre, on va pas reprocher à Hot Girl le fait que là, elle n'a pas jeté le mec dans un cactus, non, elle a carrément jeté dans le vide et il se relève plus, hein. Ah putain, mais non seulement on martyrise Superman avec les coups et tout ça, mais en plus, on le pointe du doigt d'un truc qui est carrément assez petit, contrairement à ce que font les mecs dans laquelle il les idolâtre, hein.
Par exemple, on voit bien que plus James Gunn, il idolâtre plus la Justice Gang qui font des choses un petit peu illégales à cause qu'ils sont peut-être liés au gouvernement américain, que contrairement à Superman, qui évidemment qui à la base c'est un super-héros qui est assez indépendant, qui est rattaché à personne, et dans laquelle on le pointe du doigt et qu'on le martyrise et compagnie. Et là, j'ai envie de dire, mais va te faire foutre, James Gunn, mais va te faire foutre. Hein. Et je suis désolé, mais là, je suis en colère rien que de reparler de Superman, ou qu'on peut l'appeler Supermal. Voilà. Et encore une fois, rien d'avoir aussi vu le trailer de Supergirl, là, ça me donne envie. Mais surtout, ça me donne pas envie de le voir. Surtout, encore moins Supergirl, parce que franchement, Supergirl, ouais, dans le trailer, on voit juste une super-héroïne complètement alcoolique et tout. Enfin, une femme, genre une femme surhumaine alcoolique. Excusez-moi, mais c'est pas assez original, hein. Parce que une femme surhumaine alcoolique, Marvel l'avait déjà. Et elle s'appelle Jessica Jones, hein. Donc du coup, ouais, James Gunn, t'as rien inventé d'original avec Supergirl complètement torchée, hein. Non, en fait, pour Supergirl, t'as juste un peu plagié Jessica Jones. Sauf que oui, la différence c'est que elle vole, mais tandis que l'autre non, elle vole pas, hein. Voilà, on va dire non, c'est pas pareil parce que au moins ma Jessica Jones, à moi, elle vole, hein, contrairement à l'autre de Marvel, là, hein. Ouais, on va dire ça, hein. Ouais. Bon, ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film Superman. Mais de toute façon, j'ai pratiquement tout dit ce que je voulais dire sur l'autre vidéo. Donc voilà. Encore une fois, moi j'avais eu du mal à dire qui était mon film que j'ai préféré voir en 2025. Mais par contre, j'ai pas eu du mal à dire qui était le film que j'ai détesté de le voir en 2025. Là, c'est sûr, hein. Ou encore peut-être que si j'avais pu voir peut-être Blanche-Neige, peut-être que Blanche-Neige aurait peut-être gagné la première place. Voilà. Voilà. Mais encore une fois, voilà, c'est tout ce que j'ai pu dire sur tous les films que j'ai pu voir en 2025. Bon, du coup, à vous, dites-moi votre avis, qui étaient vos films préférés de 2025, qui étaient vos films que vous avez détestés en 2025. Et bien sûr, n'hésitez pas non plus à liker si vous avez apprécié cette vidéo. Et puis d'ici là, on se dit à plus, sayonara et ciao, et en route pour 2026.